Un des réflexes les plus fréquents en thèse, c'est de chercher le manuel pour survivre. Et un des plus recommandés, c'est Comment écrire sa thèse d'Umberto Eco. Quand je l'ai ouvert en début de thèse, je m'attendais à une méthode claire et moderne. J'ai trouvé un professeur italien qui parlait de fiches cartonnées et de directeurs de thèse lunatiques et à fuir. Et surtout, on va tenter de répondre à une question dans cette vidéo. Est-ce que cet ouvrage peut booster l'écriture de votre thèse ? J'aime beaucoup la philosophie de l'ouvrage et elle peut être résumée en 3 points. Le premier, c'est la méthodologie. Il appuie le fait que c'est transversal et c'est souvent ce que je vois moi-même en discutant avec d'autres chercheurs, que ce soit en sciences de l'éducation, en psychologie, en histoire, en droit, en sociologie. Le fond est très différent, mais la méthode, c'est la méthode scientifique, ce qui permet en fait à des chercheurs, même s'ils sont de disciplines différentes, de se comprendre, de parler un même langage et même parfois de pouvoir s'aider, parce que c'est le même métalangage. D'où son succès international d'ailleurs, parce que même s'ils parlent d'Italie, la méthode scientifique c'est un langage commun. Le deuxième point porte sur le contexte universitaire. Plus particulièrement, il porte sur la situation problématique de l'université, c'est-à-dire ce constat de désorganisation, d'isolement même. J'ai l'impression que c'est encore plus vrai aujourd'hui, et aujourd'hui la majorité des thésards se tournent vers Cairn, ResearchGate pour avoir accès au texte, voire se tournent vers des plateformes comme Sci-Hub pour avoir les articles scientifiques gratuitement, ou Anas Archive pour les ouvrages. C'est une forme de piraterie généralisée, mais c'est symptomatique du mur d'accès à la connaissance. Et le troisième point, c'est sur l'objectif de l'ouvrage. Ce n'est pas d'apprendre à faire de la recherche scientifique, mais ça on y reviendra plus tard. Une fois qu'on a passé ça, on a l'ouvrage en 6 parties. Je précise dès maintenant que beaucoup de parties sauteront, plein de petits points quand je considère que le contenu est vraiment trop général. La première partie a l'air utile, mais en fait elle décrit en termes vraiment basiques l'intérêt d'une thèse, les conditions minimales, un sujet qui correspond à ses intérêts, les sources doivent être accessibles, etc. Si vous vous êtes déjà intéressé à la thèse, vous avez déjà entendu ces conseils. La deuxième partie est une excellente entrée en matière et les 2 premiers points posent des questions essentielles. Thèse monographique ou thèse panoramique ? Thèse historique ou thèse théorique. C'est vraiment là qu'Eco commence à sauver des vies, c'est-à-dire littéralement des années de galères, de bifurcations absurdes, des semaines à réécrire des chapitres mornés. Ce sont des conseils que si on les suit dès le début de la thèse, ça peut nous économiser des mois, voire des années de travail. Lui, il recommande de faire une thèse monographique plutôt qu'une thèse panoramique. Alors pourquoi ? La thèse panoramique, c'est celle qu'on veut toutes et tous faire au début, c'est-à-dire une thèse qui explique un peu tout. C'est-à-dire qu'il y a une approche de l'ensemble d'un sujet qui veut montrer que tout est connecté. Mais il dit que c'est un piège à éviter, et pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est trop large. En parlant de tout, on finit par empiler des généralités et par oublier des auteurs et des événements importants. Le deuxième problème, c'est que c'est incompréhensible. En fait, si on présente tout, comme dans la thèse panoramique, on ne sait plus l'idée qu'on défend et les idées qu'on critique, puisqu'on est en train de tout présenter. Et l'avantage des thèses monographiques, c'est que ça permet de limiter les critiques. Et là, je cite, « En écrivant une thèse panoramique portant sur toute la littérature italienne pendant une 40aine d'années, son directeur, où un simple membre du jury ne pourra pas résister à la tentation de montrer qu'il connaît un écrivain mineur que l'étudiant n'a pas cité. Il suffit que chaque membre du jury, en parcourant l'index, relève 3 oublis pour que l'étudiant devienne la cible d'une rafale de reproches. Et donc pour résumer, avoir un terrain plus limité, ça le rend moins connu des gens et c'est plus gérable pour nous. Et donc il faut éviter des sujets de type la littérature italienne de l'après-guerre aux années 60 ou les romans de B.P. Fenoglio, et préférer des sujets comme les différentes versions du roman Le Printemps du guerrier, de B.P. Fenoglio. Et ensuite, il dit qu'on a le choix entre une thèse historique, expérimentale, empirique d'un côté, et une thèse théorique de l'autre. Et lui, donc, il dit qu'on est face à un choix. Est-ce qu'on veut s'attaquer à des éléments théoriques ou à des éléments empiriques ? Et lui, il préconise d'écarter les thèses théoriques. Pourquoi ? Il dit que c'est à la fois trop difficile de maîtriser suffisamment les concepts en commençant une thèse. Il dit que ça finit généralement en fait dans une thèse où on présente tous les concepts de tous les auteurs, et en fait ça finit en thèse panoramique. Et lui, ce qu'il a toujours constaté, d'après son expérience, et là je cite, les sujets de ce genre ont presque toujours donné des thèses très brèves, mal structurées, plus proches d'un poème lyrique que d'une étude scientifique. J'ai longtemps voulu faire une partie de ma thèse sur la notion d'autorité politique, c'est noble, et j'ai beaucoup lu de références, Weber, etc. Mais sauf qu'au bout d'un mois à prendre des notes, j'avais une compilation de citations, j'étais devenu un bibliothécaire, sauf que j'avais pas la bibliothèque, et je savais plus où j'allais. Et donc même si on veut parler concept, en fait, lui, ce qu'il recommande, c'est que c'est beaucoup plus clair si on s'appuie sur ce qui a déjà été fait avant. Et donc, pour reprendre ces mots, il ne faut pas traiter de la notion de liberté ou du concept d'action sociale, mais de la notion de liberté chez Kant ou le concept d'action sociale chez Parsons. Ensuite, le livre marque quand même une baisse de tension, c'est-à-dire qu'il dit entre sujets anciens et sujets contemporains, les sujets contemporains sont pas nécessairement plus simples. Ok, note prise. Puis il enchaîne avec une affirmation étonnante, une thèse ne devrait pas durer plus de 3 ans et pas moins de 6 mois. Bon, là j'ai un peu souri parce qu'entre les enseignements à l'année, les contrats précaires, les enfants, pour certains c'est un peu une vision idéale quand même. En réalité la moyenne dépasse souvent 3 ans et c'est pas un hasard, la plupart des études l'indiquent. Mais ce passage reste précieux pour une chose, c'est que Eco donne différents exemples en fait de sujets qui prennent plus ou moins de temps, et ça c'est assez rare d'avoir ce genre de repère. Par exemple pour des sujets faisables en 6 mois, l'église Santa Maria del Castello à Alexandrie, ou l'interprétation de la Deuxième Guerre mondiale dans les manuels scolaires des 5 dernières années.
Et ça donne un vrai repère, c'est-à-dire qu'un sujet faisable rapidement, dans un temps raisonnable, c'est un sujet circonscrit dans le temps avec des sources identifiées, voire localisées. Et il propose aussi une gradation très intéressante entre différents sujets. La géologie, c'est trop vaste, la vulcanologie, c'est encore trop vaste, les volcans du Mexique, c'est mieux, et un volcan précis sur une période donnée, c'est parfait. Et là, on retrouve le meilleur de ce qu'on peut avoir de Umberto Eco dans l'ouvrage, c'est-à-dire celui qui nous aide à délimiter notre sujet avec méthode. Et les 2 points qui suivent sont aussi parmi les plus intéressants. Ils portent sur la scientificité de la thèse et sur le fait de se faire exploiter par sa direction de thèse. Le premier point consiste à se demander, est-ce qu'il faut qu'une thèse, ça réponde à des enjeux politiques et sociaux importants immédiatement? Et qu'est-ce qui fait en fait qu'une thèse est scientifique? Et là, Eco, il touche un peu à un point sensible, c'est-à-dire la confusion entre l'engagement et la méthode. C'est assez intéressant parce qu'il rejette en fait cette opposition entre politique et scientifique. C'est-à-dire qu'il dit qu'une thèse politique doit impérativement être scientifique pour être valide et même utile politiquement. Ce avec quoi je suis plutôt d'accord parce que je me dis que soit on a raison et une démarche bien construite va aller dans notre sens, soit une démarche bien construite nous contredit, et c'est une occasion d'apprendre et de changer de point de vue. Pour lui, une fois qu'on a dit ça, en fait, et peu importe à quel point le sujet est sensible et politique, on peut toujours appliquer la méthode scientifique. Ensuite, pour ce qui est de décrire comment éviter de se faire exploiter par sa direction de thèse, là, soudain, Eco parle d'un tabou, un vrai, c'est-à-dire celui du doctorant, de la doctorante, qui est utilisé comme un cerveau bon marché. Et ça, encore aujourd'hui, beaucoup n'osent pas le dire. D'ailleurs, en échangeant avec des gens, j'ai vu que c'était quand même un problème qui était beaucoup plus courant qu'il en avait l'air. Il montre 2 scénarios. La direction qui impose au candidat un sujet qui ne l'intéresse pas, le où la doctorante se fatigue à rassembler des matériaux que d'autres interpréteront et il arrive que la direction l'utilise en partie. 2. La direction est malhonnête, elle fait travailler ses doctorants sur son sujet, leur fait soutenir une thèse, puis utilise leur travail. Et là, au fond, ces solutions, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est l'idée de, avant de choisir sa direction de thèse, d'échanger avec ses amis, d'échanger avec les personnes qui ont été dirigées par cette même direction de thèse, et pour le reste, c'est une question de confiance, d'estime et d'intuition. Ici, on sent le poids des années quand même, c'est-à-dire qu'on a des pages entières pour décrire comment chercher à travailler un catalogue de bibliothèques, intéressant parfois, utile, pas toujours. Le 3.1 est pas inintéressant, il donne plusieurs exemples de recherche et peut développer l'intuition du assez et du pertinent. Qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce qui est pertinent dans le cadre d'une thèse? Parce qu'en fait, il donne différents types d'exemples pour voir comment on construit une recherche petit à petit, quand est-ce qu'on collecte suffisamment de données et quand est-ce qu'on collecte les bonnes données. Après, ça s'étale un peu dans la longueur et souvent on a l'impression que les exemples sont soit trop développés, soit pas assez. Le point suivant sur les recherches bibliographiques, c'est un autre exemple de section qui est quand même très daté. C'est-à-dire le titre est prometteur, mais en réalité on y trouve des sections de type « Savoir comment chercher dans une bibliothèque ». Ouais, je suis pas convaincu. Par exemple, pour trouver chute de l'Empire romain, faut pas chercher à C, mais à Empire romain. Ok. La suite alterne un peu entre conseils dépassés sur lesquels je reviendrai pas et d'autres propos qui sont très généraux, où il développe par exemple en quoi c'est important de bien citer les auteurs, alors qu'on s'attendrait plutôt à comment faire des bonnes citations au bon format. Cette partie est vraiment instructive dans l'ensemble, mais elle est instructive de plusieurs manières, et j'aime particulièrement le 4.1 où Eco donne un outil simple, visuel mais puissant, transformer sa table des matières en boussole. En fait, il dit qu'il faut transformer sa table des matières en guide de rédaction, et ça pour le coup je trouve que il y a vraiment le potentiel de changer votre manière d'aborder la rédaction. Là, je vais lire la citation dans son entièreté, elle est un peu longue, mais je pense que lire la citation dans sa longueur, c'est ça qui permet de vraiment apprécier l'intérêt de l'idée. On pourra m'objecter qu'au fur et à mesure que progressera votre travail, vous serez obligé de modifier plusieurs fois cette table des matières. Sans aucun doute, mais il est plus facile de remanier quelque chose quand on a quelque chose à remanier. Imaginez que vous vous apprêtiez à faire un voyage en voiture de plusieurs centaines de kilomètres. Vous ne partirez pas à l'aveuglette. Vous commencerez par vous fixer un itinéraire sommaire. Vous vous direz, je vais prendre l'autoroute. Milan, Naples, l'autoroute du Soleil, et je ferai quelques détours pour voir Florence, Sienne et Arezzo. Là, les noms italiens commencent, donc désolé pour les Italiens qui m'écoutent, et ma prononciation n'est pas la bonne, et je le sais. Et si vous vous apercevez ensuite au cours du voyage que vous avez passé plus de temps que prévu à Sienne, ou bien qu'une fois à Sienne, vous voulez en profiter pour aller visiter San Gimignano, vous déciderez de ne plus aller à Monte Cassino. Ou encore, arrivé à Arezzo, vous pourriez avoir l'envie soudaine de vous diriger plein est et d'aller visiter Urbino, Pérouse, Assise, Gubbio. En fin de compte, vous aurez entièrement changé d'itinéraire à mi-chemin. Mais c'est cet itinéraire-ci que vous aurez modifié et non pas une absence d'itinéraire. Il en va de même pour votre thèse. Proposez-vous un plan de travail. Mieux encore, cette table des matières pourra se présenter comme un sommaire dans lequel vous tenterez de donner un résumé de chacun des chapitres. Et d'ailleurs, vers la fin de cette section, il propose une architecture en termes de problèmes et de sous-problèmes qui est très cohérente avec ce que j'avais expliqué dans la vidéo sur la problématique. La section suivante, elle est aussi assez instructive parce qu'il parle des fiches et des notes, et il traduit un peu une intuition qu'on a tous et tous, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des fiches, etc. C'est jamais tout à fait le bon format,
Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que déjà, c'est absolument pas indispensable, et il propose en fait différents formats de fiches. Donc voilà ce qu'il dit tout simplement. En fait, il dit « Nous avions commencé dans le chapitre précédent par un fichier bibliographique, et voici qu'apparaît une série de fiches complémentaires, fichiers de lecture, de livres ou d'articles, fichiers thématiques, par auteur, citations, de travail. » Et en fait, cette partie, elle est aussi rassurante parce qu'il dit qu'il n'y a pas de méthode universelle. Il y a simplement des outils adaptés à vous, votre manière de travailler et votre manière de réfléchir. Ensuite, la partie suivante, elle est assez intéressante parce que je suis pas du tout d'accord avec. C'est-à-dire qu'il présente différentes techniques pour surligner, pour faire varier les couleurs, etc. Sauf qu'il faut bien voir qu'une bibliographie de thèse, c'est entre 300 et 600 références. C'est ce que j'avais mis en avant dans ma vidéo où j'avais analysé plus de 100 thèses. Et personnellement, j'ai testé les codes couleurs, sauf que 3 semaines plus tard, j'avais 12 couleurs différentes, un orange fluo, je savais plus à quoi ça servait, etc. Donc peut-être que je m'y étais mal pris, sauf qu'on a toujours beaucoup de références, et au bout de 10 références, 20 références à surligner, à mon sens, en fait, au bout d'un moment, on passe plus de temps, voilà, trop d'organisation tue l'organisation, en fait, et on passe plus de temps à gérer ces couleurs qu'à, en fait, en tirer quelque chose de réel. Éventuellement, ce que je trouve plus intéressant se trouve juste après, en partie 4, 2, 3. Il donne quelques pages d'exemples de fiches de lecture à travers des scans où on peut voir concrètement comment lui a fait ses fiches de lecture. C'est pas mal, et ça me fait penser aux templates que les gens se partagent sur Notion ou alors aux vidéos YouTube de type ma fiche de lecture parfaite. Et ensuite, la partie se conclut avec un propos sur l'humilité scientifique. Et là, en fait, la leçon, elle est relativement simple, elle peut être résumée en une phrase. Ne sous-estimez jamais les auteurs, parce que même les auteurs mineurs peuvent vous apporter quelque chose. Les parties 5 et 6, elles portent sur la rédaction. Donc spontanément, c'était le plus intéressant, en tout cas pour moi. Mais c'est un peu la douche froide parce qu'on pense trouver la méthode pour écrire, et moi c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que quand j'ai acheté le livre, je me suis jeté sur ces parties, mais en fait on trouve plutôt des réflexions sur les marges, sur les citations, c'est très général et très abstrait. Si on commence par la 5e partie, le premier point, on dit que la thèse est un travail destiné à sa direction et aux rapporteurs, rapportrices, mais qu'il faut penser à un style accessible parce que c'est aussi destiné à d'autres personnes. Le deuxième point donne des conseils pour dire qu'il ne faut pas écrire de manière trop littéraire ou complexe, mais ce qui est intéressant surtout, ce sont les exemples. C'est-à-dire qu'il met vraiment en avant les mêmes textes, mais écrits de manière trop littéraire, trop complexe, ou de bonne manière. Le troisième point, lui, il est plus intéressant parce qu'il donne 10 règles pour les citations, et particulièrement le point 8, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça pose une question par rapport à la longueur des citations, je me l'étais posé à l'époque, et voilà ce qu'il dit. Quand une citation ne compte pas plus de 2 ou 3 lignes, on peut l'insérer dans le corps du texte, entre guillemets, mais si la citation est plus longue, il est mieux d'en faire un paragraphe séparé en interligne simple et avec un retrait à gauche. Et un peu plus tard, il y a un élément intéressant sur le plagiat, c'est-à-dire qu'il donne vraiment des éléments qui montrent la gradation progressive entre là c'est pas du tout du plagiat, puis là on s'en approche, puis là on frôle, et là on est passé juste au-delà du plagiat, avec des éléments très clairs et vraiment rédigés et expliqués pour qu'on comprenne quand est-ce qu'on franchit la ligne en fait. Après pareil, la suite je la trouve un peu méta, c'est-à-dire le 4e point c'est sur les notes de bas de page, ça dit en fait juste pourquoi il faut en mettre. Le 5e point, conseil, piège et usage, ça donne des éléments très généraux de type n'ajoutez et ne retranchez pas de notes de bas de page dans le seul but d'arrondir leur nombre. Et à la fin, on trouve le Umberto Eco le plus tranchant, c'est-à-dire celui qui parle des directeurs de thèse comme des tyrans en puissance. C'est drôle. Après, bon, c'est vrai que j'entends des choses, c'est pas toujours très glorieux. Il donne des conseils sur les remerciements, et pour le coup, je suis pas certain qu'il faille les suivre. Donc je vais citer, vous ferez vos propres avis. Il est déplacé de remercier son directeur. En vous aidant, il n'a fait que son devoir. Un autre point intéressant, c'est qu'il parle d'un cas de figure qui est pas si fréquent que ça, je pense, mais c'est si on veut remercier quelqu'un que sa direction de thèse déteste. Donc il développe un peu, je vais prendre juste les 2 points les plus marquants. Ou bien vous faites confiance à votre directeur, et s'il vous avait dit que cet individu est un imbécile, il ne fallait pas aller le consulter. Ou bien votre directeur est un vieux mandarin lunatique, blafard et dogmatique, et il ne fallait pas choisir comme directeur un aussi triste sire. Bon, là, j'espère que personne ne se reconnaîtra dans cette situation. Et ensuite, ça se termine avec en fait une section sur la fierté scientifique, qui en fait peut se résumer assez simplement. Il faut avoir le courage d'écrire parce qu'on a développé une réelle expertise sur le sujet. C'est assez simple et basique, mais toujours important à rappeler. Et là aussi, la 6e partie, on passe un peu dans l'archéologie, c'est-à-dire qu'il y a les questions de machines à écrire, d'interlignes, de marge. Ça a son charme, mais il me semble que c'est pas exactement à ça qu'on s'attend quand on ouvre cet ouvrage. Et c'est aussi pour ça qu'elle est un peu décevante au sens en fait où elle parle essentiellement de pures questions de forme, de typographie, etc. Typiquement, le 6.1 porte sur les aspects typographiques, comment rédiger sa thèse dans son format en fait. C'est pas inintéressant, mais généralement les universités ont un modèle type qui suffit en fait de reproduire. Et les 3 points suivants, ils sont encore plus descriptifs, c'est-à-dire qu'il s'agit littéralement de dire comment on fait une bibliographie, que dans les annexes, il faut mettre les tableaux, etc. Et ensuite, où mettre la table des matières, est-ce qu'il faut mettre au début ou à la fin? Ça me paraît très général. Globalement, est-ce que je recommande sa lecture?
Pas vraiment, je dirais plutôt quelle partie lire en fonction de son niveau d'avancée. Et là, voici ma réponse. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est plutôt pour débutants et vraiment débutants, c'est-à-dire les tout premiers mois de thèse, voire la fin du master. La partie 2, ça peut être éventuellement fin de première année et en début de rédaction parce que c'est sur des questions de choix de son sujet, ça peut aider à délimiter, à clarifier ce qu'on veut étudier. La partie 3, elle est sur la deuxième année parce qu'elle parle de collecte de données, mais c'est la partie la plus datée dans le même temps. Et la partie 4 peut être utile au fil de la thèse parce qu'il s'agit de faire des fiches et d'organiser ses notes, pourquoi pas la consulter de temps en temps. Et quelque part c'est ça la principale force, c'est-à-dire que c'est d'être un propos introductif à la thèse. Et d'ailleurs l'auteur précise, par exigence d'exhaustivité j'ai dû supposer un lecteur entièrement ignorant. Mais chacun de vous, en lisant des ouvrages universitaires, avait déjà acquis un certain nombre des techniques dont on a parlé. Après, le problème, c'est que le titre laisse penser que c'est autre chose. Un titre de type Qu'est-ce qu'une thèse ou Conseil pour bien commencer sa thèse aurait été beaucoup plus adapté. Je trouve deux faiblesses principales à cet ouvrage. La première, c'est qu'en parlant de thèse de 6 mois à 3 ans, l'ouvrage met quand même de côté la réalité des sciences humaines aujourd'hui. C'est-à-dire que la compétition se fait sur une thèse de très bonne qualité, plus des publications, plus des enseignements. Or, tout ça rend cette temporalité très difficile à respecter. Et d'ailleurs, la plupart des études montrent que la durée moyenne d'une thèse est largement au-dessus. Aussi, le deuxième problème, et ça c'est quand même plus gênant, c'est-à-dire que je trouve qu'il met en avant une vision peut-être trop romantique de la recherche. C'est-à-dire qu'il parle de passion, de faire la recherche pour le plaisir de la recherche, et c'est vrai, c'est très important, et c'est important d'avoir cette vision positive, et pour le citer, faire une thèse est un travail divertissant, et dans une thèse comme dans le cochon, tout est bon. Et c'est là pour moi la grande faille, c'est-à-dire que l'ouvrage y met de côté une partie des vrais doctorants, c'est-à-dire les précaires, les isolés, les abandonnés, celles et ceux pour qui la thèse c'est pas un jeu ni un plaisir, c'est devenu une lutte. Et ils ne traitent quasiment jamais des problèmes que moi je vois. Où sont le doctorant qui travaille à plein temps à côté, la mère ou le père célibataire qui galère et vit à 300 km de son labo, les doctorants abandonnés par leur direction de thèse, ou la personne qui passe l'été à rédiger sans savoir si elle va être à terre à la rentrée. C'est ce genre de profil en fait qui vont s'intéresser à ce type de contenu. Et moi je le vois très bien dans mon cas, c'est-à-dire que énormément de gens avec qui j'échange toutes les semaines sont des gens qui sont ce type de profil. Mais du coup, Umberto Eco ne parle pas vraiment aux gens qui sont les plus susceptibles de le lire. Même si pour être tout à fait juste, il aborde quelques problèmes par-ci par-là, mais ça reste quand même très sommaire. Je referme comment écrire sa thèse avec un avis nuancé. C'est-à-dire que c'est un ouvrage brillant, drôle et malin, mais c'est aussi un livre qui date et qui simplifie. Si vous êtes en tout début de doctorat et que vous voulez savoir comment fonctionne une thèse, cet ouvrage va vous intéresser. En revanche, si vous cherchez vraiment un outil pour savoir comment écrire, aujourd'hui dans un monde où vous bossez à côté, vous doutez souvent, et vous avez une direction de thèse absente, l'ouvrage d'Umberto Eco ne vous aidera pas. Il vous inspirera parfois, il vous fera rire souvent, et ça en vrai, c'est déjà vraiment pas mal. En attendant, je vais aller lire les prochains ouvrages sur la thèse, et je vous dis merci pour votre attention.